Implacablement, l'État islamique a tissé sa toile tout au long de l'année. En Irak et en Syrie, le territoire aux mains des djihadistes s'est étendu, leur progression poussant des milliers de Syriens à l'exil. Le chaos et la terreur bien au-delà de ses frontières. L'année commence avec un électrochoc. Janvier connaîtra son lot d'attentats, dont celui qui va ébranler le monde entier. Nous sommes le 7 janvier, à Paris. Il est 11h30 lorsque 2 terroristes pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal Charlie Hebdo, armés de fusils d'assaut. Dans la petite salle de rédaction, ils assassinent froidement une bande de joyeux provocateurs. 11 personnes au total sont abattues. 2 jours plus tard, c'est une supérette cachère dans le 20e arrondissement qui est visée. Une prise d'otage coordonnée avec la première attaque qui fera 4 morts. La France est sous le choc, le monde est à son chevet. Le 11 janvier, dans les rues de Paris, parmi la foule, de nombreux dirigeants ont fait le voyage. « Je suis Charlie » devient un slogan mondial. Au journal, les survivants sortent le numéro suivant. J'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. À Kobané, au nord de la Syrie, les Peshmerga continuent de résister à l'État islamique. La ville est le théâtre d'affrontements sanglants pendant plusieurs mois. En janvier, avec le soutien des forces aériennes de la coalition, les combattants kurdes parviennent à repousser les djihadistes hors de la ville. Un répit. Mais ceux que l'on appelle désormais aussi Daesh, eux, ne marquent aucune pause dans leur entreprise de terreur. Les attaques contre l'Occident et les ennemis déclarés se jouent aussi sur le terrain par le biais des kidnappings et des exécutions barbares, des mises en scène macabres filmées avec des moyens professionnels. Et les attentats continuent. La Libye, le Danemark, le Yémen, où 2 mosquées sont prises pour cible avec un bilan très lourd, et puis la Tunisie. Le 18 mars, à 12h30, 2 terroristes armés de kalachnikovs, de grenades et de ceintures d'explosifs tentent de pénétrer au Parlement tunisien. Repoussés, ils se dirigent vers le musée du Bardo en plein centre-ville et tirent sur des touristes, les pourchassant à l'intérieur. Retranchés là, ils retiennent plusieurs otages avant que les forces de l'ordre ne donnent l'assaut. 24 personnes sont tuées, dont 21 touristes étrangers. À 200 km de Damas, un trésor archéologique tombe aux mains des djihadistes. Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, servira de décor à l'exécution mise en scène d'une vingtaine de prisonniers avant d'être détruite à petit feu. Des statues, des tombes, des tours vieilles de centaines d'années et l'Arc de Triomphe pulvérisé. Avril, mai, juin, un printemps sanglant, les attaques se multiplient. En Libye, en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Afghanistan et puis, une fois de plus, en Tunisie. Le 26 juin, à Port El Kantaoui, près de Sousse, un terroriste débarque sur la plage d'un hôtel en tenue de vacancier. Dans un parasol, son arme dissimulée, une kalachnikov avec laquelle il va viser les touristes ici, avant d'en attaquer d'autres au bord de la piscine avec une grenade. Un carnage, on déplore 38 morts. Un carnage qui fait écho à celui de la veille à Kobané. Là-bas, le répit n'a duré que quelques mois. Les djihadistes n'entendent pas lâcher la ville qui est devenue un symbole de la lutte anti-Daesh. Le 25 juin, un commando parvient à s'y infiltrer et massacre 250 civils. La Stalingrad du Moyen-Orient, comme on la surnomme désormais, sera finalement reprise par les combattants kurdes. Mais le bilan est lourd, une fois de plus. C'est cette guerre-là et cette terreur que fuient les Syriens. C'est à ce moment-là que ces victimes d'une guerre qui n'en finit pas débarquent en force, affaiblies, mais déterminées aux frontières de l'Europe. C'est là que bascule la crise migratoire. Même le vocabulaire va changer. Les migrants deviennent les réfugiés. L'Europe n'est plus une terre d'accueil débordée, mais une forteresse assiégée. Ils arrivent par la mer, sur les côtes grecques et par la route des Balkans. Très vite, la situation se dégrade. À coups de barbelés et de murs, l'Europe tente d'endiguer le flux. Il faudra une image pour forcer les dirigeants à tenter de trouver des solutions politiques et logistiques. Cette image, celle d'un corps sans vie sur une plage de Bodrum en Turquie. Il s'appelle Eylan, il a 3 ans, il est kurde, il a fui Kobané avec ses parents, mais il s'est noyé ce 2 septembre. L'image fait le tour du monde, le débat sur l'accueil des réfugiés est relancé, la question des quotas fait surface. Mais une fois n'est pas coutume, l'Europe ne parle pas d'une seule voix. La Hongrie se démarque notamment. Après avoir construit un mur qui rappelle des heures sombres, le pays décide de fermer sa frontière avec la Serbie.
Dans cette zone de transit, de Rosquet, c'est le chaos et la désespérance. La litanie macabre des attentats se poursuit en été et au début de l'automne, la guerre aussi et les arrivées de réfugiés. En octobre, 2 événements vont particulièrement choquer l'opinion. Le 10 octobre, près de la gare d'Ankara, des manifestants pacifistes sont rassemblés pour protester contre la reprise des hostilités entre le gouvernement et les rebelles du PKK. À 10h04, une première bombe explose, puis une deuxième quelques secondes plus tard. Une cinquantaine d'ambulances arrivent sur les lieux très vite, mais le bilan est terrible, 102 morts et 500 blessés. Quelques jours plus tard, un autre triste record est battu. L'avion qui s'écrase dans la péninsule égyptienne du Sinaï le 31 octobre avait 217 passagers à bord et 7 membres d'équipage. Presque tous étaient russes. Le vol était parti de Sharm el-Sheikh à destination de Saint-Pétersbourg. Le jour même, l'État islamique revendique l'attentat. Est-ce l'entrée dans la guerre de Moscou qui en a fait une cible ? Ce qui est sûr, c'est qu'en ce début octobre, à la demande officielle de Bachar el-Assad, Vladimir Poutine envoie ses avions de combat contre les terroristes syriens. Sans coordination avec la coalition dirigée par les Américains, les jets russes bombardent officiellement les positions des rebelles. À la fin du mois de novembre, plus de 1500 personnes ont été tuées, dont plus de 400 civils. Dommages collatéraux qui viennent amplifier celui qui atteint l'Europe. Car dans cette guerre où les belligérants sont de plus en plus nombreux, les civils sont pris en étau et cherchent à survivre. Les arrivées des réfugiés s'accélèrent donc en fin d'année, alors que l'Europe, une fois passée l'émotion, contracte à nouveau ses frontières. Hasard du calendrier ou stratégie délibérée, l'année va terminer comme elle a commencé. Le 12 novembre, Beyrouth bascule dans l'horreur. C'est le Hezbollah qui soutient l'armée syrienne contre l'État islamique qui est visé. Le quartier de Bourj el-Barajneh subit 2 attentats suicides quasi simultanés dans une rue commerçante en fin d'après-midi alors que l'affluence est à son comble. 43 morts et 239 blessés seront ce jour-là les victimes de Daesh. Mais le lendemain, un autre drame viendra éclipser celui-là aux yeux des Occidentaux. Retour à Paris, la soirée du 13 novembre fera date. Un vendredi soir comme un autre, à Paris, peu après 21h, les bars et les salles de spectacle sont pleins. 3 commandos vont semer la mort dans divers endroits de la capitale. Des vies fauchées à la terrasse de restaurants, de cafés ou en plein concert. 130 morts, plus de 350 blessés. Une génération de bons vivants, traumatisés. Un pays une nouvelle fois sous le choc, sans voix. Celle des réfugiés, quant à elle, n'en finit pas en cette fin d'année d'appeler au secours, des cris qui ne pourront être tous entendus. Comment arrêter cette hémorragie? Comment arrêter la guerre en Syrie? Comment stopper l'État islamique? 2015 n'aura pas permis d'y répondre.